Pour vivre au plus près et en temps réel ces élections grâce à nos correspondants mobilisés sur place. Résultats, analyses, réactions sont au programme ce soir. Merci à vous qui nous suivez depuis france-tv-info.fr. Je vous propose dans un premier temps de revoir les quelques chiffres que nous avons. Chiffre de taux de l'abstention, 50%. Un électeur sur deux seulement s'est déplacé pour voter. Autre chiffre, le rapport de force national avec le Front national qui arrive en tête avec 27,7%. Le groupe de droite, les Républicains, UDI, Modem avec 27,5% et le Parti socialiste, Parti radical de gauche, 23,5%. Vous voyez qu'Europe Écologie Les Verts obtient 6,8%. Et je vous propose de continuer, de partir pour notre grand tour des régions de France. Je vous emmène cette fois-ci aller dans le sud, en région PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur, où, bien, vous le savez, Marion Maréchal Le Pen est candidate, tête de liste du Front National, avec un score qui a été impressionnant dès le premier tour. Claire Lacroix, vous êtes en direct de Marseille. Oui, Grégoire, la soirée avance et les estimations s'affinent. Marion Maréchal Le Pen est créditée de plus de 40% des voix. Christian Estrosi pour les Républicains UDI Modem de 26%. Le candidat socialiste Christophe Castaner tourne lui autour de 16%. Alors pour le second tour, dimanche prochain en Provence-Alpes-Côte d'Azur, y aura-t-il 2 ou 3 listes? C'était la question en suspens. On a désormais la réponse. Il y aura 2 listes. Ce sera Marion Maréchal Le Pen pour le Front National face à Christian Estrosi pour les Républicains UDI Modem. Le secrétaire général du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé il y a quelques minutes depuis Paris le désistement de la liste de Christophe Castaner, le candidat socialiste. Alors il est vrai qu'une telle décision est lourde de conséquences puisqu'elle va priver la gauche de tout élu au Conseil régional depuis 6 ans. De son côté, Christian Estrosi, tête de liste pour les Républicains, peut être satisfait. Tout au long de cette soirée, il a appelé au vote utile. Il a également multiplié les attaques contre Marion Maréchal Le Pen. Tout à l'heure, on l'a entendu mettre en garde les électeurs sur les plans économiques et culturels s'ils votaient Front National. Enfin, Marion Maréchal Le Pen s'exprime en ce moment face à ses militants depuis son quartier général du Vaucluse. La victoire apparaît plus que probable pour elle désormais puisqu'elle peut en plus compter sur une réserve de voix. Merci Claire. L'information à retenir donc à 22h18, c'est le Parti socialiste qui retire ses listes donc en PACA et vraisemblablement également dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie où le scénario est à peu près le même dans cette région. Tête de liste Front National Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est arrivée en tête et en face à Marine Le Pen, le candidat de droite est Xavier Bertrand. Il a réagi il y a quelques minutes, on l'écoute. Dimanche prochain, j'en suis sûr, le sursaut viendra de la région dans ses profondeurs. Chaque électrice, chaque électeur a en lui une part de l'avenir de notre région, la 3e de France. Chaque électrice, chaque électeur possède ce pouvoir, celui de faire barrage à un parti extrémiste qui n'a ni projet, ni attachement à notre identité. Face à la candidate de l'affrontement, je serai le président du rassemblement. Nous ferons rempart. Le visage de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ne sera pas celui de Madame Le Pen. Alors Frédéric Hainaut, vous êtes en direct de Lille. Quelle est l'ambiance ce soir? Largement en tête. Alors écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que on attend toujours une réaction de Pierre de Saint-Ignon. Il n'a toujours pas appelé sa liste, il n'a toujours pas parlé de désistement de sa liste. Et ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que Marine Le Pen remporte ce soir une écrasante victoire, une écrasante avance sur ses compétiteurs. Elle totalise entre 40,5 et 41% des suffrages selon les estimations. C'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Dans certaines villes, elle avoisine même les 50%. Quelques exemples. À Calais, au cœur de la campagne, avec la problématique des migrants, 50% environ, 49 et quelques. Autre exemple, dans son fief d'Hénin-Beaumont, elle totalise 59,34% des suffrages. À Roubaix, une ville qui est passée dans le giron de la droite depuis 6 mois, elle est en tête, 26% d'une courte tête devant Pierre de Saint-Ignon, le candidat socialiste. En Picardie,
encore un chiffre, elle fait 55% des voix dans la station balnéaire très chic du Crotoy. Alors, on peut dire ce soir qu'elle est aux portes du pouvoir dans le Nord-Pas-de-Calais. Et si elle devient présidente, elle ne le cache pas. Elle délèguera assez rapidement de manière à pouvoir se consacrer à la campagne présidentielle de 2017. Elle promet que si le FN l'emporte en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il n'y aura pas de chasse aux sorcières dans une région où la gauche domine depuis 30 ans, que les décideurs, les grands patrons ne fuiront pas le Nord-Pas-de-Calais comme ses rivaux le prédisent. Elle prend pour exemple la ville d'Hénin-Beaumont. La mairie est tenue par Steve Briouat depuis mars dernier. Depuis 1 an et demi, il gère la ville sans faire de vagues dans l'ensemble. Mieux vaut toutefois ne pas critiquer le FN. La Voix du Nord, le grand quotidien régional qui s'est engagé, fait rarissime en titrant il y a quelques jours 2 fois de suite pourquoi une victoire du FN nous inquiète. Eh bien, la réponse de Marine Le Pen ne s'est pas fait attendre du tac au tac. Elle a répondu qu'elle supprimerait les aides à la production à la télévision régionale WEO, dont le groupe La Voix du Nord est actionnaire à 30%. Merci Frédéric, merci à vous. Alors priorité ce soir aux réactions. Sa nièce, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, s'est exprimée il y a quelques minutes. Elle serait en tête en région PACA dans 52% des communes. Et je vous propose d'écouter sa réaction. Ce soir, le vieux monde des politiciens est mort. Leur logiciel méprisant et leurs leçons de morale aussi. Ils n'ont pas réussi à camoufler leurs échecs et leurs compromissions. Ce jour, c'est bien la République qui leur a donné une leçon. Oui, nous sommes prêts, mais il faut redoubler de mobilisation car rien n'est encore acquis. Mes amis, dimanche prochain, le 13 décembre, une chance historique est à portée de main. Je vous invite à la saisir avec nous. Je vous remercie. Voilà pour la réaction donc de Marion Maréchal Le Pen, arrivée largement en tête en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Poursuivons notre tour des régions. Je vous emmène dans les Pays de la Loire, où, eh bien, vous le savez, la campagne a été rythmée par le débat sur la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Alors, les sondages prédisaient une certaine avance de la droite. Qu'en est-il? On retrouve Éléonore Duplay à Nantes. Éléonore, vous avez des estimations plus précises et même des résultats définitifs dans certains départements. Oui, alors tout d'abord, je vous rappelle les estimations dans notre région. 33,9% des suffrages pour Bruno Retailleau à droite, 25,6% pour le Parti socialiste et le FN qui se maintient pour une triangulaire, 21,1%, avec de fortes disparités tout de même selon les secteurs. Dans la Sarthe, par exemple, un résultat définitif, le Front National arrive en tête, 29,67% des voix. Il s'agit du département d'adoption du candidat Pascal Gana lors des présidentielles. De très nombreuses communes rurales avaient voté dans ce département. Marine Le Pen a plus de 25%. En Mayenne, autre département rural, les Républicains sont là très largement en tête, 36,05% des voix. Et en Vendée, le département du candidat Les Républicains Bruno Retailleau, il fait là son plus gros score, 45,71%, juste devant le Front National à 20,83%. Manque encore la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, deux départements où les bureaux de vote fermaient à 20h. Alors au second tour, les choses semblent encore assez ouvertes dans les Pays de la Loire. Une certitude, il y aura des élus Front National pour la première fois dans l'une des collectivités des Pays de la Loire. Presque aucune chance donc que ces voix du Front National se reportent cette fois sur les Républicains. Leur candidat, Bruno Retailleau, rêve depuis 11 ans de reconquérir cette région. À droite, la liste souverainiste Debout la France, 4,2% pourrait au second tour faire la différence. Sa candidate, Cécile Bail de Jessé, laisse entendre ce soir que les consignes de vote pourraient aussi aller vers le Front National. Tout cela fait que la gauche ce soir y croit encore, mais les alliances au second tour restent incertaines. La plus grande inconnue, c'est celle d'Europe Écologie Les Verts et c'est 7,8%. Tout se jouera sans doute sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un aéroport qui a rythmé la campagne sur place. Merci beaucoup, Éléonore. Et dernière information qui vient tout juste de nous parvenir en Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées. Les écologistes se seraient dit d'accord pour fusionner avec le PS, avec les socialistes en vue du second tour. Alors, je vous propose bien de nous rendre sur place avec Pierre-Jean qui est sur place. Pierre-Jean Frison, vous nous le confirmez ?
Oui, Grégoire, Gérard Onesta a annoncé tout à l'heure, Gérard Onesta qui a obtenu 10% des scrutins lors de ce premier tour, a annoncé tout à l'heure qu'il était d'accord pour un rassemblement avec la liste socialiste, mais attention, pas de n'importe quelle manière, dans le strict rapport de ce premier tour. Ça veut dire qu'il veut 2 sièges pour le Parti socialiste, 1 siège pour Europe Écologie Les Verts. Je vous rappelle juste un petit peu la situation. On voit le score de Gérard Onesta, le score des 3 premiers avec Louis Alliot, 31,4% des suffrages exprimés pour le candidat du Front National, qui est donc très largement en tête de ce premier tour. Il termine même en tête dans 4 des 10 départements dont nous avons déjà les résultats définitifs. En tête dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, dans l'Aude, également dans les Pyrénées-Orientales. Manque le résultat du Gard, un bastion du Front National. En deuxième position, donc, Carole Delga, 24,8% des voix, soit 10 à 15 points de moins quand même que ses prédécesseurs socialistes lors des élections du premier tour de 2010. Autant dire que pour Carole Delga, l'appui, s'il intervient, de Gérard Onesta et d'Europe Écologie Les Verts sera primordial lors du second tour. On le voit pour Carole Delga, l'équation est difficile, d'autant plus que Gérard Onesta, vous l'avez entendu tout à l'heure, a donc mis ses conditions à une union avec la liste socialiste. Et puis quid de la liste Sorel, le candidat socialiste d'hiver gauche, et dissident en tout cas, maire de Montpellier. Il est en train de s'exprimer actuellement sur France 3 Midi-Pyrénées, donc je ne peux pas vous dire sa position, mais ces 5,3% de voix pourraient bien être utiles à Carole Delga, car je vous rappelle le dernier sondage qui avait été fait ici dans la région, qui donnait Carole Delga en tête au deuxième tour avec 37% des voix, sans présence d'Europe Écologie Les Verts au second tour. 3 points seulement devant Louis Alliot. On le voit, ça va être très très serré et très difficile sans doute pour les discussions avec Carole Delga, Europe Écologie Les Verts et le candidat socialiste dissident Philippe Sorel. Une tractation difficile en perspective. Merci beaucoup Pierre-Jean pour votre analyse toute cette soirée. Ces élections se jouent également sur Internet. Vous êtes très nombreux à les commenter sur les réseaux sociaux. C'est la revue du web, c'est signé Christelle Chabert, Marie Perrin. Oui. Là, c'est bon, vas-y. À voter, non. Non, à voter. Ouais, c'est le vlog élection régionale. Bonjour. Bonjour. Que nous voilà. Voilà, c'est conceptuel. Allez, on continue cette fois-ci notre tour de France. On part en Bretagne où je vous propose d'écouter Jean-Yves Le Drian. Il a réagi il y a quelques minutes. Regardez. Le résultat de ce soir nous conforte, mais il faut une mobilisation très puissante au second tour pour que la Nouvelle-Bretagne, la Bretagne de la confiance, soit en marche. Cette Bretagne de la confiance, c'est celle qui s'appuie sur ses valeurs et sa culture pour se projeter dans l'avenir. La Bretagne de la confiance, c'est celle qui refuse le repli sur soi, le recroquevillement, pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir au monde. Voilà, c'était donc Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et tête de liste socialiste en Bretagne. Alors, puisque nous sommes en Bretagne, eh bien, nous allons retrouver sur place Stéphanie Labrousse. Stéphanie, vous avez donc des résultats, notamment, et vous annoncez un avantage pour le Parti socialiste sur place, on l'a vu, et du coup, évidemment, la déception est grande pour ses opposants, en particulier pour le candidat de droite, Marc Le Fur. En effet, Grégoire, avantage largement aux socialistes Jean-Yves Le Drian. Les résultats définitifs, je viens tout juste de les avoir, 34,29% pour Jean-Yves Le Drian, 24,36% donc pour son adversaire de la liste d'union de la droite et du centre, Marc Le Fur, 18,03% pour le Front National. Et pour ce qui est de l'ambiance, Grégoire, les visages sont graves. Vous venez de le voir en diffusant cette interview de Jean-Yves Le Drian, car au second tour, le candidat socialiste devra faire face à une triangulaire notamment
notamment donc avec le FN. D'ailleurs, Gilles Pénel, tête de liste frontiste en Bretagne, ne cache pas sa satisfaction face à une nouvelle progression de son parti dans notre région. Certes, elle demeure moindre que dans les autres régions françaises, mais Gilles Pénel est des plus confiants. J'ouvre les guillemets, je parie que le FN va encore progresser dans l'entre-deux-tours, a-t-il tweeté tout à l'heure. Marc Le Fur, tête de liste de l'Union de la droite et du centre, vous le disiez, lui, il est déçu. Lui qui s'est mobilisé aux quatre coins de la Bretagne pour tenter de la reconquérir, faire basculer cette région passée à gauche en 2004. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. J'appelle à un sursaut démocratique, à un sursaut breton, a-t-il dit. Dans le même temps, la déception est énorme aussi pour Europe Écologie Les Verts. C'est une catastrophe, a même déclaré l'une de ses représentantes, et pour cause, avec 6% des voix ce soir. Les Verts ne passent pas le cap de ce premier tour, contrairement à 2010, eux qui avaient obtenu alors 11 sièges de conseillers régionaux sur les 83 de Bretagne. Autre score notable, celui du régionaliste Christian Troidec, l'un des leaders des bonnets rouges, avec 7,63% des suffrages. Nous ne souhaitons pas de fusion avec la liste Jean-Yves Le Drian et ne donnons pas de consigne de vote pour la suite, a-t-il dit. Merci beaucoup Stéphanie pour votre analyse tout au long de cette soirée. Merci à vous. Continuons notre tour de France. Nous partons en Rhône-Alpes-Auvergne. En Rhône-Alpes-Auvergne où, je vous le rappelle, donc Jean-Jacques Keran brigue un troisième mandat. À droite, Laurent Wauquiez, ancien ministre, et le Front National avec Christophe Boudot. Émilie Rousseau, quelles sont les informations dont vous disposez à cette heure-là ? Eh bien, je voudrais, Grégoire, faire un petit peu le point sur la fusion de ces deux futures régions. Une région qui sera grande comme l'Irlande, aussi peuplée que la Suisse, avec le PIB de la Finlande. Autant dire que l'enjeu politique sera important. Et donc, la fusion va poser une question, celle de l'équilibre entre les deux régions. 6,4 millions d'habitants pour Rhône-Alpes, 1,4 pour l'Auvergne. Donc, Rhône-Alpes-Auvergne sera à la fois urbaine et montagnarde, industrielle et touristique. 30% de ses habitants vont vivre au-dessus de 700 mètres d'altitude. 67% du territoire sera de la montagne. Et puis l'autre tiers des habitants vivra dans les grandes villes. Alors pourtant, le mode de scrutin favorise la représentation des grandes agglomérations. 35 conseillers régionaux pour la métropole de Lyon. C'est presque autant que tous les conseillers régionaux de l'Auvergne qui seront 36. L'enjeu sera donc de taille pour l'Auvergne, ne pas se faire marginaliser. Il appartiendra au futur conseil régional de répartir la croissance équitablement. Ça passera évidemment par un désenclavement des territoires et par la construction de nouvelles infrastructures de transport, même si l'Auvergne peut apporter beaucoup à Rhône-Alpes sur le secteur de l'agriculture, et puis avec son groupe Michelin, qui est le seul groupe du CAC 40 à avoir son siège en province. Et puis, l'autre enjeu, enfin, de cette fusion, ce sera la création d'une identité régionale déjà inexistante en Rhône-Alpes et puis très faible en Auvergne. Il appartiendra là aussi au conseil régional, au futur conseil régional, de travailler sur cette question d'identité. Merci Émilie Rousseau, merci à vous. Et je vous propose sans plus tarder d'analyser un peu ce premier tour des élections avec Brice Teinturier qui nous a rejoint en direct de Paris, directeur général délégué à l'Institut Ipsos. Bonsoir Brice, merci d'être avec nous. Que retenir de ce premier tour des élections régionales, Brice ? Le premier enseignement, c'est quand même la dynamique du Front National qui serait devant les listes LR, de peu, mais devant les listes LR, qui progresse par rapport au régional de 2010 de manière extrêmement importante et qui continue de progresser par rapport aux départementales et aux européennes de 2 points, 2 points et demi environ. Donc ça, c'est un élément qui met sous pression évidemment la droite et qui met sous pression l'ensemble du système politique. Le deuxième enseignement, c'est le score de la droite. Le bloc de droite, au-delà des listes LR, le bloc de droite est plutôt en baisse, en érosion par rapport au scrutin précédent. Il subit de plein fouet la concurrence du Front National et cela va être plus compliqué que ce qu'on pouvait éventuellement imaginer dans certaines régions. Donc on a un bloc de droite en difficulté. Et puis le troisième enseignement, c'est à gauche. À gauche, la résistance est un peu meilleure aussi, puisqu'on a un bloc qui au total serait dans la zone des 37,5, si on prend de l'extrême gauche jusqu'au divers gauche, et des listes PS à 23,5, 24, donc qui résistent pas si mal que ça. C'est véritablement une tripartition de l'espace politique. Je crois que c'est le premier grand enseignement qu'on peut tirer, avec une droite plus unie que la gauche. Il ne faut jamais oublier que les listes LR, UDI, Modem ont l'avantage
avantage sur la gauche d'être unie, là où la gauche est fondamentalement désunie, même si le PS est dominant à l'intérieur du bloc de gauche. Mais l'enseignement fondamental, c'est donc cette tripartition avec un bloc de droite qui est sous la pression malgré tout du Front National, et cela dans de très nombreuses régions. Le FN est en tête au premier tour dans 6 régions, avec, on l'a vu, en PACA et en Nord-Pas-de-Calais, mais aussi ailleurs, des scores qui peuvent toucher, voire dépasser les 40%. Brice Teinturier, l'espace politique français est-il en train de changer? Est-ce qu'on peut se poser la question ce soir au vu des résultats du premier tour? Ah oui, je crois que véritablement la dynamique qu'on observe depuis maintenant quelques années autour du Front National est en train de modifier en profondeur les rapports de force politiques, pose des questions qui vont aller bien au-delà des régionales, mais pose des questions à la droite et aussi à la gauche. Il ne faudrait pas croire que le Front National ne pose des questions qu'à la droite, mais aussi à la gauche pour la présidentielle à venir. Vous allez voir que les cartes vont être rebattues et qu'on va refaire des hypothèses, parce que quand on regarde ces résultats, on peut se dire qu'en fonction d'une candidature, par exemple Bayrou ou pas, eh bien finalement, un candidat PS pourrait se retrouver éventuellement devant un candidat LR au second tour face à une Marine Le Pen. Alors il ne faut pas extrapoler évidemment comme cela les résultats des régionales sur la présidentielle, mais ça montre que nous avons un avant et un après régional qui va jouer beaucoup plus que ce que les élections intermédiaires en général fabriquaient en termes de recomposition politique. C'est la présidentielle qui recompose la vie politique. Là, ce qu'on mesure, c'est que finalement, non. Au bout d'un certain nombre d'élections intermédiaires, il y a une recomposition à l'œuvre, elle est puissante et elle va mettre la présidentielle sous pression. Brice Teinturier, merci pour votre analyse. Poursuivons notre tour des régions, notre tour de France. Je vous emmène en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, où vous le savez, le Front National est représenté par une figure du parti, le vice-président Florian Philippot. Quelles sont les estimations et quelles perspectives pour le second tour? Francine Dubail, vous êtes en direct de Strasbourg. Oui, alors le Front National qui n'a jamais été aussi près de la victoire ici en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Florian Philippot, vous savez, largement en tête de ce premier tour avec près de 35%. Il s'agit d'une estimation Ipsos sur la base de résultats, mais le numéro 2 du FN aurait 9 points d'avance sur le candidat Philippe Richert, le président sortant de l'Alsace, tête de liste pour les Républicains et qui rassemble derrière son nom à la fois le MoDem et l'UDI. Philippe Richert pour la droite et le centre totalise 26% des voix. Le socialiste Jean-Pierre Masseret, président sortant de la Lorraine, arriverait à la 3e place avec à peine 17%. Et ce soir, Jean-Pierre Masseret réaffirme qu'il se maintiendra au 2e tour. Il n'y aura ni fusion ni retrait. La gauche qui est au plus bas dans certains départements ici, par exemple dans le Haut-Rhin, Jean-Pierre Masseret n'arrive pas à 10%. Il y aura donc bien une triangulaire au 2e tour dimanche prochain. Ce soir, le FN a battu des records. Dans certains départements, plus de 40% en Meuse, par exemple. C'est 24 points de plus qu'en 2010. 42% en Haute-Marne, 37% dans les Vosges et dans la Marne, 35% par exemple dans le Haut-Rhin ou en Meurthe-et-Moselle. En Moselle, il est en tête, le Front National, avec 39%. Et dans son fief de Forbach, par exemple, eh bien, Florian Philippot totalise 45% des suffrages. C'est un nouveau record pour le Front National ce soir. Ici, le Front National qui fait 2 fois plus qu'en 2010. C'est aussi une victoire personnelle pour Florian Philippot. Ici, le Front National s'enracine scrutin après scrutin. Ça va être très difficile de mobiliser pour Richert. Vous savez que les régionalistes d'une Zurland qui totalisent à peine 5% des suffrages, avec un score important, c'est vrai, dans certains endroits, comme dans le Haut-Rhin avec 13%, appellent, eux, à voter blanc. Dimanche prochain, Florian Philippot profitera de son envergure nationale. Il espère bien décrocher une victoire. Il faut dire qu'il bénéficie d'une vraie dynamique. C'est la 4e fois qu'il se présente dans l'Est de la France et à chaque fois il a gagné du terrain. Donc à droite comme à gauche, eh bien, ils vont essayer de mobiliser les abstentionnistes. Ici, on a un taux d'abstention très important, 52%. Merci beaucoup Francine Dubail pour vos analyses tout au long de cette soirée. Poursuivons notre tour de France, partons en Ile-de-France. En Ile-de-France, vous le savez, la tête de liste du Parti Socialiste est le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, et il s'est exprimé il y a quelques minutes. On l'écoute. Ce soir, j'en appelle au peuple de gauche et à tous les écologistes en Ile-de-France. J'appelle au plus large rassemblement, un rassemblement total. Pas une voix de gauche. Et des écologistes,
ne doit manquer dimanche prochain. Ce soir, partout en France, la percée du Front National est inquiétante. L'Île-de-France a une tradition et une identité. Elle est une terre de résistance, une terre de liberté, une terre d'égalité, une terre de fraternité, une terre de progrès. Aujourd'hui, je suis fier que dans ma région, dans notre région, nous ayons réussi à contenir la morsure du Front National. Voilà pour la déclaration de Claude Barthelone. Je vous rappelle que son adversaire est Valérie Pécresse, à droite, ancienne ministre sous le gouvernement Fillon. Alors je vous propose de partir justement en Ile-de-France, puisque nous y étions avec vous, Emmanuel Tixier. Emmanuel, vous avez des estimations et même des résultats définitifs dans quelques départements? Alors, juste un résultat définitif pour la Seine-et-Marne, le département le plus rural de l'Île-de-France, qui illustre cette percée du Front National en Île-de-France, le département le plus rural de la région, avec cette liste de Vallerand-Saint-Just qui obtient près de 31% des voix, confirmant ainsi son implantation dans ce département. Les estimations, par ailleurs, de notre partenaire Ipsos n'ont pas beaucoup évolué depuis tout à l'heure. Valérie Pécresse et sa liste d'union de la droite et du centre arriveraient en tête de ce premier tour. Valérie Pécresse obtiendrait 31,9% des suffrages sur l'ensemble de l'Île-de-France, 7 points devant la liste de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, tête de liste socialiste, à 24,7% des voix selon notre partenaire. 7 points d'écart, c'est un peu en deçà des espérances de Valérie Pécresse qui tablait plutôt sur 10 points d'avance. Elle devra tenter de rassembler les électeurs de la droite et du centre autour de son projet. L'information à retenir de la soirée, c'est de toute façon ce score inédit que réaliserait le Front National dans la région. Il arriverait en 3e position avec 18,2% des suffrages. Une percée dans cette région traditionnellement plutôt difficile pour le parti de Marine Le Pen. Merci Emmanuel, merci à vous. Poursuivons notre Tour de France et je vous propose de partir en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. À droite, la candidate est Virginie Calmel, première adjointe d'Alain Juppé. À gauche, c'est Alain Rousset, président socialiste sortant du Conseil régional d'Aquitaine depuis 1998. Et Louis Roussel, vous êtes en direct de Bordeaux. Alain Rousset est en tête de ce premier tour. Oui, ce soir, Alain Rousset vire en tête à l'issue de ce premier tour avec plus de 30% des suffrages devant Virginie Calmels. Mais on note au regard des chiffres définitifs, 12 départements dans cette grande région, département par département, eh bien les deux candidats sont au coude à coude. Ils sont chacun en tête dans 5 départements. Il ne manque plus que la Gironde qui devra donc déterminer qui arrive en tête. Mais on notera aussi qu'en Lot-et-Garonne, c'est le Front National qui arrive en tête. Le Front National qui n'est jamais à moins de 20% à l'issue de ce premier tour. Donc forte percée du Front National. Dans le camp Calmel, ce soir c'est un peu la douche froide. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, s'est exprimé il y a quelques minutes. Il a appelé les Républicains à faire bloc derrière la candidate Virginie Calmels. Du côté du Parti Socialiste, Alain Rousset a lui noté l'encouragement des électeurs à poursuivre son action. Je vous rappelle qu'il est le président sortant de la région Aquitaine. Il a tendu la main au Front de gauche qui n'est pas qualifié pour le second tour dimanche prochain. Et les tractations ont déjà commencé avec Europe Écologie Les Verts. C'est le 4e parti qualifié pour le second tour. Les tractations ont donc déjà commencé dans la perspective du second tour à dimanche prochain. Merci Louis. Oui, les tractations qui vont se poursuivre toute la nuit puisque les partis ont jusqu'à mardi soir pour déposer leur nouvelle liste. Il leur reste donc 48 heures pour trouver des accords et des fusions. Puisque nous avons entamé notre tour des régions, je vous emmène cette fois-ci en centre Val-de-Loire où le président sortant François Bonneau brigue un nouveau mandat. À droite, c'est Philippe Vigier et l'arbitre du scrutin, c'est le Front National. Arnaud Moreau, vous êtes en direct d'Orléans. Que peut-on dire à cette heure-ci? Avez-vous des estimations plus précises ou même peut-être des résultats? Non, toujours des estimations qui s'affinent au fur et à mesure des minutes et des heures. Et ce qu'on peut dire, c'est que le Front National est bien plus qu'un arbitre, puisqu'il arrive en tête ce soir en région centre avec environ 31,5% des voix. Une surprise. On retrouve ensuite la liste de Philippe Vigier pour les Républicains, l'UDI et le Modem qui rassemble environ 25,8% des voix. Et ensuite François Bonneau pour le candidat sortant qui conduit une liste PSPRG et qui regroupe environ 24,5% des voix. Alors, Philippe Loiseau triple son score par rapport à 2010, où à l'époque il avait recueilli 11,2% des voix. C'est donc une poussée énorme en 5 ans. Alors,
la tâche s'annonce rude pour François Bonneau. Il n'a pu compter sur aucune visite officielle d'un des ténors du Parti socialiste, puisque Manuel Valls devait venir le soutenir lors d'un meeting le 20 novembre dernier, mais Manuel Valls n'a pas pu venir suite aux attentats. Donc François Bonneau peut encore l'emporter, puisqu'il pourrait compter sur un report des voix du Front de gauche. Nicolas Sansu a en effet obtenu près de 4% des voix, ainsi que du candidat d'Europe Écologie Les Verts, Charles Fournier, qui a obtenu lui près de 6%. Si on cumule toutes ces voix du premier tour, cela pourrait représenter près de 34%, ce qui permettra à François Bonneau d'être réélu. Mais ceux qui détiennent les clés du scrutin dans leurs mains, ce sont peut-être les électeurs de Debout la France. Leur vote représente à peu près 4% du total des voix. Que vont-ils faire? Vont-ils se reporter sur le candidat Front National? Vont-ils s'abstenir? Ou alors se reporter sur la liste de Philippe Vigier, une liste de droite et du centre? Eh bien, c'est ce qu'on verra dimanche prochain. Mais en tout cas, le suspense reste entier dans la région. Merci Arnaud pour votre analyse. Merci à vous. Je vous propose de rejoindre Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos en duplex de Paris. Brice, merci d'être resté avec nous. Aujourd'hui, évidemment, tous les regards se tournent vers le second tour. Comment voyez-vous les choses ? Écoutez, objectivement, elles sont très compliquées parce qu'on voit bien que ce niveau très, très serré entre le Front National et les listes LR bouscule les équilibres traditionnels et que tout va se jouer sur les logiques de mobilisation de l'entre-deux tours. Alors d'abord, un second tour d'élection régionale, ça mobilise traditionnellement plus que le premier tour. Mais là, ce qui va compliquer encore plus les choses, c'est que vous aurez des reports qui vont bouger suivant le degré de dramatisation. On ne sait pas bien si les électeurs du Front National qui ont voté Front National au premier tour et qui peuvent revoter FN au second tour, eh bien, si ces électeurs vont le faire, au risque pour eux de laisser passer la gauche, parce que c'est un électorat qui est quand même très anti-gauche. Donc le second tour est devenu très peu lisible. Ce qu'on voit bien, c'est que dans certaines régions clés, le retrait annoncé, semble-t-il, donc en PACA et en Nord-Pas-de-Calais, le retrait des listes PS est une condition absolument nécessaire pour faire barrage au Front National, mais peut-être pas suffisante, et que du coup, même dans des configurations de duel, dans ces deux régions-là au moins, le Front National est en capacité potentiellement de l'emporter. Et puis en région Île-de-France, on l'a vu à travers les résultats que vous avez rapportés, les choses sont aussi beaucoup plus serrées, avec une gauche qui résiste relativement bien. Et donc à chaque fois, la question se posera des reports du Front de gauche sur la gauche, des reports des listes Debout la France et des listes du Front National. Et on a un second tour qui redevient beaucoup plus ouvert que ce qui était envisagé auparavant, avec une droite dont la victoire annoncée pourrait être éclipsée, au moins dans quelques régions. Brice Teinturier, une question. Le 50% d'abstention, l'institution régionale ne mobilise pas. Comment expliquer un taux qui est quand même assez fort ? Alors ça, on le mesure depuis très longtemps maintenant et on voit bien pourquoi quand on interroge les électeurs, notamment en Cali, ils nous disent tout simplement que c'est une élection qui ne change rien ou si peu à leur quotidien. Donc pour eux, il y a deux grandes élections. L'élection présidentielle, celle-là, ils vont voter. Il ne faut donc pas déduire des taux d'abstention élevés aux élections intermédiaires qu'il y aura forcément ça, évidemment, à la présidentielle. Et puis il y a les autres élections. Et dans les autres élections, les municipales tirent leur épingle du jeu. Mais la région est perçue comme une institution lointaine. Les regroupements de régions ont aussi contribué à diluer le sentiment d'appartenance, le sentiment de proximité. Les compétences régionales sont à peu près connues, mais vous avez eu une dimension nationale du vote avec les attentats qui a totalement nationalisé la campagne. Et du coup, ce n'est pas une élection très mobilisatrice. Malgré tout, 3 points de participation de plus qu'en 2010, ce n'est pas si mal. D'habitude, on est plutôt dans un schéma d'augmentation quasi régulière de l'abstention. Là, on a un recul de l'abstention et c'est l'effet au moins positif d'un contexte tout à fait particulier. C'est aussi l'effet des électeurs du Front National, particulièrement mobilisés après les attentats. On l'avait bien mesuré dans les enquêtes. Les attentats ont consolidé une dynamique qui existait déjà au Front National, mais ils l'ont consolidée et ils l'ont amplifiée. Et du coup, cet électorat qui est plutôt populaire dans sa base et qui du coup pouvait aussi s'abstenir, eh bien depuis les européennes, on voit bien qu'il ne s'abstient pas, qu'il mobilise. Et c'est ce qui a pu contribuer à ce recul de l'abstention par rapport au régional de 2010. Merci Brice Teinturier pour vos analyses toujours pertinentes. On continue notre tour de France. Nous partons en Bourgogne-Franche-Comté. Alors rapidement, à droite, c'est la candidate Marie-Guide Dufay. Enfin, à gauche, pardon. À droite, c'est François Sauvadet. Et pour le Front National, c'est Sophie Montel. Éric Sicot, vous êtes en direct de Dijon. Avez-vous des nouveaux résultats définitifs ?
Oui, ça y est, nous avons les résultats définitifs ici en Bourgogne-Franche-Comté. La situation est inédite, elle n'était même pas envisagée il y a encore 1 ou 2 semaines. Ce soir, en Bourgogne-Franche-Comté, la liste Front National de Sophie Montel arrive en tête, et même très nettement en tête, avec 31,48% des suffrages. Elle est ce soir en mesure de prendre la région. Elle est en tête dans tous les départements. Derrière elle, François Sauvadet obtient 24% et Marie-Guilde Dufay 23%. Alors, il faut savoir qu'ici, dans les deux camps, de gauche et de droite, eh bien, on est assez fébrile, voire dépité. Chacun aura besoin d'un sursaut de mobilisation. C'est la soupe à la grimace pour la liste LR-UDI de François Sauvadet qui n'obtient donc que 24%. Il n'est pas sûr qu'il puisse compter sur les voix souverainistes de Debout la France qui totalise 5,17%. C'est la seule liste à pouvoir fusionner. Et il a dit, Maxime Thiebaud, qui mène cette liste DLF, qu'il attendra demain pour prendre sa décision. Et puis, que feront les électeurs du MoDem de Christophe Grudler que François Sauvadet n'a pas voulu intégrer pour le premier tour? C'est un cas unique en France. Christophe Grudler a appelé ce soir à faire barrage au Front National, mais sans préciser pour qui voter, soit pour Marie-Guilde Dufay, soit pour François Sauvadet. Alors, à gauche, la socialiste Marie-Guilde Dufay, elle est en 3e position, certes, mais elle devrait pouvoir compter sur les voix du Front de gauche et des Verts qui ont appelé sans équivoque à voter pour elle. Alors, François Sauvadet a appelé un sursaut républicain, tout comme la candidate Marie-Guilde Dufay, mais si chacun campe sur ses positions, eh bien le deuxième tour sera excessivement serré. Il pourrait se jouer à 1 ou 2 points, chaque bloc étant situé ce soir entre 30, 31 ou 34% des suffrages. Merci beaucoup Eric pour votre mobilisation ce soir. Poursuivons notre tour de France. Nous partons en Normandie. Normandie rapidement. 3 candidats en tête. À droite Hervé Morin. Pour le Front National Nicolas Bay. Et pour la gauche eh bien Nicolas Maillère-Rossignol. Je vous propose de retrouver Alexandra Huguetin en direct de Caen. Alexandra, de nouveaux résultats? Et oui, Grégoire, les résultats définitifs viennent tout juste de tomber pour la Normandie. Eh bien, Hervé Morin arrive bien en tête ce soir avec 27,93% des voix. Seulement, voilà, un seul petit cheveu le sépare du Front National qui vraiment le talonne beaucoup plus près que les estimations ne l'avaient envisagé. Le Front National est à 27,77%, tout juste derrière la liste de droite UDI, LR, MoDem. On comprend mieux pourquoi Nicolas Bay, tout à l'heure, précisait qu'il se sentait en mesure de remporter la Normandie dimanche prochain lors du second tour. Il compte sur le report des voix de Debout la France. Il est persuadé que le réservoir de voix d'Hervé Morin ne lui suffira pas. Mais l'un et l'autre partiront, c'est sûr, dans un combat entre ces deux tours, celui de persuader les abstentionnistes à se déplacer dimanche prochain, car il faut se souvenir que ce soir, un Normand sur 2 seulement a voté. Le troisième de ce premier tour, c'est bien le socialiste Nicolas Maillère-Rossignol. Il est à 23,43% dans ses résultats définitifs. Il peut compter sur le report des voix du Front de gauche qui est à 7% et d'Europe Écologie Les Verts qui est à 6%, un petit peu plus donc prévu. Les négociations vont se tenir maintenant à Rouen pour discuter des places à tenir dans le second tour. Merci beaucoup Alexandra, merci à vous pour votre analyse. On poursuit notre tour des régions, on va retourner dans une région évidemment qui attire tous les regards ce soir, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour cause, donc Marion Maréchal Le Pen est candidate, elle est arrivée en tête et on retient notamment pour cette soirée le retrait des listes du Parti Socialiste, Claire Lacroix. Oui, Grégoire, dimanche prochain, au second tour, ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sera un duel Front National, les Républicains. Vous l'avez dit, le secrétaire général du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, l'a annoncé tout à l'heure. Il a annoncé en l'occurrence le retrait de la liste de Christophe Castaner, la liste PS. À droite, Christian Estrosi peut donc être satisfait, mais cela suffira-t-il? Rien n'est moins sûr pour contrer le FN. 2 raisons à cela. La première, Marion Maréchal Le Pen dispose d'une réserve de voix. On l'estime à 5%. Il s'agit des voix de 2 partis, celle de la Ligue du Sud et d'AEI, Alliance écologiste indépendante. Deuxième raison, rien ne dit que les électeurs de gauche vont se reporter massivement sur la liste de Christian
Estrosi. Le deuxième tour s'annonce donc très tendu ici. De son côté, Marion Maréchal Le Pen, elle croit plus que jamais en sa victoire. Elle s'est exprimée tout à l'heure face à ses militants et a déclaré: le Front National est bien le premier parti de France. Le vieux monde des politiciens est mort. Les électeurs ont choisi le renouveau. En l'occurrence, sa personne, elle aura 26 ans cette semaine. Merci beaucoup Claire Lacroix. Autre région où le scénario est à peu près le même, c'est la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Cette fois-ci, c'est la tante de Marion Maréchal Le Pen qui est arrivée en tête. Et là encore, le PS a annoncé le retrait de ses listes. Frédéric Hainaut. Oui, Grégoire, l'information de la soirée dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est le retrait de la liste emmenée par le socialiste Pierre de Saint-Ignon. Il est arrivé 3e ce soir avec 18% des voix. Et les sondages sont formels. En cas de triangulaire, la victoire de Marine Le Pen est tout simplement inéluctable. Alors l'annonce a été faite de ce retrait vers 22h15 par le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, et elle a été suivie de peu, il y a quelques minutes, par la confirmation officielle du candidat Pierre de Saint-Ignon, visiblement très éprouvé, le souffle court. Il a appelé à faire barrage au Front National, à ne pas participer à sa victoire dans la région pendant 5 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement que les socialistes ne siégeront pas dans une région et qu'ils tiennent historiquement, en ce qui concerne en tout cas le Nord-Pas-de-Calais, un règne sans partage, hormis une parenthèse de co-gouvernance écologiste. C'était dans les années 90. En Picardie, le tableau n'est pas tout à fait le même. La droite est bien implantée. Xavier Bertrand se retrouve donc comme le seul adversaire de Marine Le Pen dimanche prochain. On le rappelle, il a fait entre 24,6 et 25,2% des voix selon les estimations. Les sondages qui ont été faits depuis le mois de juin le donnaient d'ailleurs comme seul vainqueur possible contre Marine Le Pen en cas de duel. Cela dit, les scores seraient toujours très serrés. Pour vaincre le FN, Xavier Bertrand aura besoin d'un large report des voix de gauche sur lui. Et c'est tout sauf évident en l'absence de consignes de vote pour l'instant de la part des voix de gauche. Merci beaucoup. Frédéric Hainaut, merci pour votre analyse. Dernière ville et dernière région, Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous propose de retrouver Émilie Rousseau, mais auparavant, vous le savez, il y a à droite Laurent Wauquiez et à gauche le président Jean-Jacques Kéran. Il s'est exprimé il y a quelques secondes, on l'écoute. J'appelle les électeurs et les électrices à faire ce choix dimanche prochain. Rejoignez-nous, soyons plus forts. Soyons plus mobilisés, soyons plus unis pour gagner. J'ai confiance, avec les Auvergnats et les Rhône-Alpins, nous gagnerons pour faire notre belle région. Merci. Jean-Jacques Kéran, président socialiste sortant donc de la région Rhône-Alpes, qui est donc candidat pour le nouveau secteur. L'occasion de retrouver à Lyon Émilie Rousseau. Dernier résultat, dernière estimation. Émilie. Oui, alors nous n'avons toujours pas de résultat définitif, mais nous pouvons déjà dresser le bilan de ce premier tour. Et le bilan, c'est la droitisation de la région, de 2 régions qui, je vous rappelle, votaient à gauche depuis 2004. Alors 32% selon les dernières estimations pour Laurent Wauquiez, ce n'est pas une surprise. 24% pour le Front National, c'est moins que prévu, mais en tout cas près de 60% des voix à droite. Alors la surprise de la soirée, en revanche, c'est ce coude à coude entre la gauche et le Front National. La gauche qui arrive en 3e position, résultat peut-être de son éclatement, avec 5 listes à gauche, c'est du jamais vu dans la région. Alors tout ça annonce un second tour très compliqué, très serré, et pose la question du report de voix. Le Front National, lui, n'a que très peu de réserves et pourrait même pâtir de ce qu'on appelle le vote utile et de ces électeurs qui iraient voter à droite pour faire barrage à la gauche. Et puis la droite, elle, qui dispose aussi de très peu de réserves et qui n'a que 8 points d'écart avec la gauche. La gauche qui, elle, dispose en revanche des plus grandes réserves de voix, celles des Verts, du PCF et des autres listes de gauche. Le rassemblement, c'est donc le mot d'ordre ce soir. Le rassemblement et la mobilisation, puisqu'il y a les abstentionnistes qui eux aussi sont des réserves de voix importantes. En 2010, 200 000 nouveaux électeurs se sont mobilisés entre les 2 tours. Voilà, donc les jeux sont ouverts.
Merci Émilie Rousseau pour votre analyse. Merci à vous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver et retrouver les résultats et les analyses sur france-tv-info.fr. Bien sûr, la soirée continue sur France 3. Merci à tous nos correspondants. Merci aux équipes rédactionnelles, aux équipes techniques qui se sont mobilisées pour faire vivre ces élections le plus près, en temps réel et en direct. Merci à vous. Très belle nuit sur France 3.